Et bienvenue sur l'antenne de France 3 Bretagne. Bonsoir, voici les titres de ce 19-20. Et une nouvelle fausse note au sein du gouvernement. Jean-Marc Ayrault est obligé de recadrer son ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, qui se prononçait pour la dépénalisation du cannabis. La droite en profite pour souligner la cacophonie gouvernementale, titre développé dans votre édition nationale. Dans ce journal régional, nous serons à l'Armor-Baden, commune confrontée à plusieurs incendies peut-être criminels. Dernière en date ce week-end, une brasserie a été la proie des flammes. C'est le 7e incendie en 10 mois. Des bourrasques dépassant les 200 km/h, non plus une tempête mais bel et bien un ouragan. Un ouragan qui frappait notre région il y a tout juste 25 ans. Nous reviendrons sur cet événement. Et puis nous irons courir avec Stéphane Robert, sacré tempérament que celui de ce jeune homme handicapé, sans bras ni jambes. Il participait hier aux 10 km de Tourencourt. On commence donc dans le Morbihan à l'Armor-Baden avec cette question. Un ou des pyromanes seraient-ils en train de s'acharner sur cette commune du golfe du Morbihan? C'est le fait du jour qui a retenu aujourd'hui notre attention. Ce week-end, un bar-brasserie a été détruit par un incendie. C'est le 7e incendie de ce genre depuis presque un an. La piste criminelle semble privilégiée. Sur place, Stéphanie Zad, Fabien Delory. Le mode opératoire est semble-t-il toujours le même. Une vitre brisée et le feu qui part de l'intérieur du bâtiment. Ce week-end, c'est le restaurant La Voile Blanche, près du port de l'Armor-Baden, qui est parti en fumée. Ce matin, il y avait une réunion à la mairie pour collecter les informations du week-end auprès des Larmoriens et surtout les rassurer. Puis réunion mairie aussi pour essayer de faire le lien et essayer de réfléchir à tous ces événements et savoir s'il y a un lien quelconque et essayer de bien comprendre comment ça... qu'est-ce qu'on a peut-être oublié ou peut-être ce qu'on n'a pas vu et pourquoi ça se passe et pourquoi ça repart et pourquoi ça recommence. La même nuit, c'est le bar PMU du village qui est vandalisé. Une vitre brisée et l'intérieur saccagé avec le contenu des bouteilles alors que rien n'a été dérobé. C'est la 2e fois en un an pour ce commerce. Moi, c'est que des bouteilles de sirop de cassé. C'est pas bien grave. Mais bon, après, je plains les autres. C'est surtout ça, moi. Je plains mes confrères. Parce qu'eux, ils ont perdu quoi. Ils ont perdu leur fonds de commerce, quoi. Alors bon, c'est des ennuis, c'est du tracas. Pas de psychose pourtant chez les habitants, même si la plupart font quand même part d'une certaine inquiétude. Je pense pas. Je pense pas, mais enfin, il y a des gens qui commencent à avoir un peu la trouille, quoi. Parce que c'est pas forcément que des commerces, quoi. C'est ça, hein. Il y a aussi des particuliers. Bon, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi, quoi. Là, ça fait 2 mois que je suis là et c'est déjà le 2e incendie depuis 2 mois, parce qu'il y a eu le petit garage il y a à peu près 3 semaines. Donc, bon, oui, si, c'est inquiétant parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas, quoi. Les affaires n'avancent pas. L'incendie de la Voile Blanche est le 7e en 10 mois sur la commune. Il y a 3 semaines, un garage partait en fumée. La piste criminelle est privilégiée et sur le terrain, l'enquête de gendarmerie s'est poursuivie toute la journée. Par ailleurs, sachez qu'un homme a été poignardé de 5 coups de couteau en début d'après-midi. Place de la République, c'est en plein centre de Rennes. L'agression s'est passée devant plusieurs témoins. Les jures de la victime ne seraient pas en danger. Un homme de 29 ans a été interpellé et une enquête de police est en cours. Il semblerait que ces 2 hommes se connaissaient. La mini-tornade qui a traversé hier la petite commune de Saint-Hilaire-le-Houy en Vendée restera, à n'en pas douter, dans les annales des phénomènes météo violents. Mais il y a 25 ans, souvenez-vous, la Bretagne était durement touchée par un ouragan. C'était dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987. Un événement sur lequel nous avons choisi de revenir ce soir. Voyez d'abord ces images d'archives rassemblées par Gilles Lemorvan, David Mérieux et nos vidéothécaires. Il y avait eu un premier coup de vent de semonce en fin d'après-midi, mais sur les coups de minuit, en guise de réplique, ce n'est pas une tempête, mais un ouragan qui vient balayer la Bretagne. 220 km/h à Pinmar, des creux de 16 mètres en Manche ou à Belle-Île. Même sagement restés au port, des milliers de bateaux sont pulvérisés. À terre, le vacarme du vent est assourdissant. Au matin, la région est en lambeaux. Jamais j'ai vu ça, et j'ai 81 ans. Un temps pareil à Saint-Paul-de-Léon. Jamais. Non, je croyais que tout allait partir. Si pendant la nuit sur la Bretagne, l'ouragan n'a tué personne, c'est un miracle. On imagine avec un fort coefficient de marée, on imagine en plein jour.
À l'échelle de l'Europe, puisque la dépression a tracé sa route, le bilan fera quand même état de 34 morts directement ou indirectement liés à la tempête. Certains l'ont échappé belle. En pleine nuit, Lisette Kérourédan et sa famille n'ont eu que quelques minutes pour quitter en catastrophe leur maison qui s'effondrait sous la violence du vent. La violence de l'ouragan a défiguré le paysage et mutilé le patrimoine. Le quart de la forêt bretonne est décapité, les routes sont coupées, les pylônes vrillés, l'économie paralysée. Nous, on dit qu'on est dans une zone morte ici. Dans notre secteur, il y a peut-être bien plusieurs milliers, 1000 litres de lait qui sont évacués sur le tas de fumier. Et qu'est-ce qui va payer, je me demande. Et puis la solidarité s'organise. De toute la France, des techniciens, des bénévoles viennent donner un coup de main. Au fil des mois, des années, le paysage retrouve un peu de sa dignité. À l'époque, les Bretons, les Normands eurent aussi le sentiment d'avoir été un peu seuls dans la tempête. À Paris, où l'on fut épargné, c'est une autre dépression qui commençait à faire la une des journaux, le krach boursier d'octobre 87. Cet ouragan de 87 a été particulièrement violent à Concarneau avec des dégâts spectaculaires. Un souvenir toujours très vivace parmi les Concarnois. En témoigne ce reportage de Muriel Lemorvan et de Florence Malézieux. L'image qui restera de l'ouragan à Concarneau, c'est celle de tous les bateaux du port de Plaisance drossés contre les remparts. Mais avant de découvrir ce spectacle au petit matin, le maire de l'époque avait passé la nuit avec les pompiers à Quérandon, où les immeubles en réhabilitation étaient en proie au déluge. Là, les échafaudages, le polystyrène, tout ce qui était en œuvre volait dans tous les sens. Les pompiers m'ont dit on ne peut rien faire, il y a déjà trop de vent. On entendait à la radio que les pompiers ne pouvaient plus se déplacer, les camions annonçaient on a un arbre devant, un arbre derrière, on est bloqué, on ne peut plus rien faire. Tous les pompiers étaient dehors, plus personne ne pouvait rien faire. Et tout d'un coup, dans la caserne des pompiers, effondrement d'un plafond. Et donc là, on s'est dit, si c'est pas la fin du monde, ça y ressemble. En tous les cas, on ne peut rien faire, il faut attendre demain matin. Cette nuit-là, nous est venu le maire, un vent mauvais, un vent devenu fou. La chanteuse Claude Michel et son mari, eux aussi, se souviennent de cette nuit du 15 au 16 octobre 1987. Celle qui était alors professeure d'histoire géo a gardé tous les documents de Météo France à partir desquels elle avait fait travailler ses élèves les jours suivants. Ils disent ici, après 0 heure, les mesures ont été arrêtées parce qu'on ne pouvait plus sortir pour les faire. Ici, on était enfermés parce que les arbres sont tombés sur les routes. Et même ici, pour sortir du jardin, on ne pouvait plus, quoi. Si à pied, en montant, en escaladant, ou alors par là, on pouvait passer aussi par la côte, on pouvait sortir. J'étais à Lorient, j'ai donc téléphoné au port de Plaisance pour savoir si mon bateau n'avait pas subi de dommages, si les amarres avaient bien tenu. Et la réponse de la personne que j'ai eue au téléphone, c'était « Monsieur, il n'y a plus de port de Plaisance ». L'autre, il est parti le dernier. Du ponton, mais en fait il est arrivé le plus haut, donc je suppose qu'il est arrivé le premier. Malheureusement il n'y avait personne pour constater la victoire du bateau. Donc le bateau était sur la plage en haut, collé contre le rempart, avec le mât qui dépassait sur les remparts. Pour enlever les derniers bateaux de leur fâcheuse posture, il avait fallu construire une route dans le port pour acheminer la grue. Mais les Concarnois, comme les autres Bretons, ont pansé leur plaie dans l'indifférence nationale. L'ouragan, il y a 25 ans. L'actualité concerne aussi la filière agroalimentaire. L'État organise des rencontres pour l'avenir de cette filière. Rencontres qui ont débuté aujourd'hui à Rennes en présence de Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire. L'idée, c'est de constituer des groupes de travail amenés à faire des propositions dans le cadre d'un plan d'action national. Et voilà qui nous mène à votre décryptage du jour. Bonsoir Eric, vous nous avez rejoint pour parler tout particulièrement de la filière porc puisqu'elle était évoquée lors de ces rencontres agroalimentaires et pour cause, la filière porc ne va pas très fort.
Effectivement, et un chiffre pour démarrer, si vous le voulez bien, Stéphanie, 100 millions d'euros. C'est le manque à gagner pour le secteur de l'abattage de porc l'an dernier, et cela se confirme en 2012. Pourquoi ? Parce que les volumes baissent. Et pourquoi les volumes baissent ? Eh bien parce que les éleveurs ne s'en sortent pas. Produire du cochon coûte de plus en plus cher. Certains abandonnent donc tout simplement cette production. Et le paradoxe, néanmoins, c'est que les cours, eux, ils sont élevés. Oui, 1,45 € en moyenne depuis janvier et même 1,61 € aujourd'hui même au marché du porc breton. Seulement, le prix des céréales et donc de l'aliment pour porc augmente aussi. Plus 70 € de la tonne depuis 2010 et même plus 100 € si on regarde le cours ces derniers jours. Conséquence des marges trop faibles pour financer un parc de porcheries vieillissantes. Dans le même temps, ce cochon est trop cher pour les industriels. On peut prendre les exemples du célèbre Enaf ou encore de l'Arzul dans le Finistère. Ils ne parviennent pas à répercuter la hausse auprès de la grande distribution. Quelques éléments d'analyse avec le directeur du marché du porc breton. De 92 à 2006, on a eu en gros un prix du porc moyen à 1,20 €. Donc vous voyez, de 92 à 2006, 1,20 €. Et aujourd'hui, dès que le porc remonte à 1,40 €, 1,50 €, il y a des tas de transformateurs, de commerciaux, de négociants, ceux qui n'ont pas 30 ans de métier n'ont jamais connu le prix du porc à ce prix-là. Et aujourd'hui, pour eux, c'est un challenge de faire comprendre à leurs acheteurs que le prix du porc est à un prix aujourd'hui consécutif à la flambée des matières premières, qui n'est plus le prix de référence des années d'avant. Cette situation est inquiétante car dans le même temps, la France perd des parts de marché, 5% en 10 ans alors que l'Allemagne en a gagné 23% sur la même période. Après Doux dans la volaille, faut-il craindre des fermetures d'ateliers industriels dans le porc? Les mois qui viennent nous le diront. Merci Eric pour toutes ces précisions. Et on enchaîne avec les femmes vivant et faisant vivre le monde rural à l'occasion de la journée internationale des femmes rurales organisée aujourd'hui. En France, un quart des exploitations agricoles est dirigé par des femmes. C'est dire si elles occupent une place de plus en plus importante dans la profession. Séverine Breton et Bruno Van Wassenhoff ont rencontré l'une de ces agricultrices, Claudine Poré, installée en Ille-et-Vilaine. Reportage. Dans les choux d'habitude, on trouve plutôt des petits garçons. Mais dans les choux-fleurs, il y a aussi des Claudines. Enfin, au moins une. Plus dur qu'autre chose, que l'usine ou quelque chose, je pense. Enfin, moi personnellement, non. Je suis dedans tous les jours, donc... Quand Claudine a rencontré son agriculteur de mari, elle était vendeuse dans une boutique de cadeaux de mariage. Plutôt un truc de fille. Mais il fallait des bras pour planter, couper les choux. Alors elle s'est faite agricultrice. Un métier comme un autre, avec ses contraintes, ses joies, ses horaires, un revenu. Et depuis quelques années, enfin, un vrai statut. On était juste femme d'agriculteur, c'est tout. Que maintenant, on est quand même... je ne sais plus comment dire, mais enfin bon, on est déclaré en tant qu'agricultrice, quoi. C'est vrai que c'est important. Au moins, on sent qu'on ne travaille pas pour rien, quoi. Du champ aux assiettes, de la cuisine au bureau, il y a souvent plusieurs journées dans chaque 24 heures de Claudine. Un choix à assumer avec une seule peur, celle de tous les agriculteurs, d'avoir mis tous les œufs dans le même panier. Quand il y a un problème ou quand c'est juste, c'est sûr que d'avoir un petit salaire par à côté... Des fois, nous, on est longtemps aussi sans salaire, nous l'été, et des fois, c'est quand même juste. On a vraiment, nous, que les revenus de la ferme pour faire vivre toute la famille, quoi. Dans les champs, Claudine et Bernard accomplissent les mêmes gestes par le même temps, parfois humide et froid. Mais si pour son mari, comme pour les papiers, elle est agricultrice, le regard extérieur, lui, n'a guère évolué. Pour les gens, on est quand même femme d'agriculteur. En tant qu'agricultrice, il faudrait vraiment être toute seule sur la ferme encore. Mais je pense qu'on parle de nous en tant que femmes d'agriculteurs. C'est pas encore... Aujourd'hui en France, un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes. Un jour sans doute, elles seront considérées comme les hommes. Ce jour-là, les choux auront peut-être des dents. Au chapitre sportif, c'était hier l'incontournable Touraine-Cours, grande journée placée sous le signe de la course à pied. 31e édition du genre avec plusieurs distances proposées et un record de participation de plus de 15 000 personnes. Une course qui nous mène tout naturellement à votre dossier diversité du lundi.
Et parmi les coureurs inscrits, un jeune handicapé physique de 26 ans, Stéphane Robert, est originaire d'Orgères, près de Rennes. À la suite d'une maladie fulgurante, il est aujourd'hui privé de ses bras et de ses jambes. La détermination de ce jeune sportif force le respect, vous allez le voir. Thierry Breillet, Bruno Van Wassenov et Marc-André Mouchière, reportage. Pendant que les uns s'échauffent, boulevard de la Tour d'Auvergne, d'autres se préparent plus discrètement. Car pour Stéphane Robert, courir nécessite plus qu'un short ou une paire de baskets. En 2009, il est terrassé par un virus foudroyant qui va nécroser ses vaisseaux sanguins. Le jeune homme est amputé des bras puis des jambes. J'avais que 22 ans, donc j'avais encore toute la vie devant moi. Donc voilà, après on nous a montré plein de choses. On a montré qu'il y avait des prothèses, qu'on pouvait marcher, qu'on pouvait reconduire, avoir quasiment une vie normale. Et après, donc il faut l'accepter. Après, quand on a un handicap, on peut rester enfermé chez soi, dans sa bulle, et ne rien faire, quoi. Et moi, c'est pas ce que je voulais, quoi. Car Stéphane aime la vie. Avec l'aide de ses proches, il s'engouffre dans le sport. Les lames seront ses pieds. Le jour où on ne peut plus courir, bah forcément, on a envie de courir, en fait. Et donc là, quand on nous donne la possibilité de le faire, avec les lames, donc après, c'est sûr que c'est un coût financier. Donc là, après, il faut trouver les sponsors. Bah, j'ai eu la chance voilà, de trouver ce qu'il fallait. Et donc après, ça donne envie de refaire du sport. Et puis voilà, donc ça améliore tout. Ça améliore le physique, ça améliore le cardio. Ça nous améliore globalement, en fait, toute la vie, quoi. Et l'enthousiasme est communicatif. Le jour de la course, ses collègues du Crédit Mutuel sont autour de lui, même si pour Stéphane, faire un score n'est pas l'essentiel. Peu importe, c'est pas le temps qui compte, c'est de le faire déjà. Le finir déjà, ce serait cool. Après, le temps, voilà, j'ai basé 1h30, mais j'ai pas d'objectif en fait, en temps. Pourtant, cette course, il ne va pas se contenter de la finir. Stéphane boucle ses 10 km en 1h17, beaucoup mieux que ce qu'il espérait. De là à envisager le semi-marathon l'année prochaine, il n'y a qu'un pas. Et une belle énergie. On va revoir l'un des titres de ce journal et ce nouvel incendie à l'Armor-Baden, commune confrontée à plusieurs incendies peut-être criminels. Ce week-end, c'est un café-brasserie qui a été ravagé par les flammes. C'est le 7e incendie en 10 mois. Une information développée sur notre site internet bretagne.france3.fr. Tout de suite, le 19-20 continue sur France 3. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain à 19h. Bonsoir.